Tous, on est très content de se retrouver grâce avec Midreshet Yehuda Manitou. On écoute le Rabbi Nachem Ackerman. On parle toujours de moralité, égalité. Est-ce que tu Et continues? Il s'agit l'égalité, cela. pas égalité, l'égalité. Euh, Toda Rabba, Baruch Tiyeh, alors bonsoir à tout le monde. Et Besséder. Donc on continue dans notre étude tout simplement. Il n'y a pas de, il y a pas de nouveauté si ce n'est que euh, chaque fois on fait quelque chose d'un petit peu différent ou un peu nouveau. Alors j'ouvre tout de suite le texte qu'on étudie. Et voilà, Besséder. Et donc, on va quand même remonter tout en haut comme d'habitude pour pouvoir dire la Bakasha. Ok, Besséder. Et pour commencer auparavant, je voudrais dire que c'est le choix de Gal, Elisheva, Bat, j'ai oublié comment. Mais Besséder, mais en tout cas, qui passe une opération difficile demain. Donc, Bezrat Hashem Shel Refoua Shlema, c'est un membre de ma famille. Et le Nitzachon Tzvaïnu Tzva Hagan al Israël, שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבת כל אויבינו, ובתוכם מלכות פרס, איראן, לגרש את צפוננו מארץ קודשנו, ולשוב ולכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, ובפחד בחבל עזה. לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, ובתוכם נחשון יעקב בן אורה, בת ז'וזת. לנקמת דמם של כל האחים הגיבורים שנפלו במלחמתנו, ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם, ובתוכם יוסף אבנר בן אלי ורחל, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו, להושיענו ולהחיש גאולתנו כמו שכתוב בתורה, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. Hop, voilà, donc si vous avez dit Amen, on peut commencer. Yofi, Besséder. Donc je vous rappelle qu'on est on est toujours dans l'étude, l'approfondissement, d'après Manitou, de la question de la relation fondamentale entre la moralité et la légalité. Dans cet questionnement-là, on est dans quelque chose qui est lié avec la notion de la Torah écrite et la Torah orale, et surtout la Torah orale, et qu'on est dans un processus de compréhension, d'étude historique, qui nous a amené depuis la période de la prophétie à la période du premier temple, et maintenant on est dans la période post-premier temple, en gros. C'est-à-dire c'est la période qui est beaucoup plus actuelle, et Bezrat Hashem, vous allez voir qu'on arrive au Bagatz et à la Yoetz et à Mishpatit. Je ne parle pas de ce que nous on écrit, ce que Manitou a écrit il y a une trentaine d'années qui est toujours d'actualité. Et c'est d'ailleurs d'autant plus important que, en fait, je dirais que ces questions aujourd'hui de relation entre le politique et le juridique en Israël, ce qu'on appelle la Ma'apecha Mishpatit qu'on espère qui va arriver, tout ça, c'est maintenant que la guerre est finie, j'ai le sentiment, la guerre est pas finie, mais la guerre est calme. Ouais, on est plutôt, ouais, j'ai dit quelque chose. Non, donc les combats sont en accalmie. Et Bezrat Hashem que ça continue comme ça, ou bien que ça continue autrement. Les écarts, c'est qu'on aille au Nitzachon, à la victoire. Mais en tout cas, j'ai le sentiment, et je pense que vous le sentez aussi, que du coup, ça fait ressurgir cette marloquette au niveau de Mishpati, au niveau du statut de la maréchette du système judiciaire israélien, qui était la crise qui a précédé la guerre. Et en fait, bien évidemment, elle n'a pas été résolue puisqu'il n'y a aucun élément qui a permis pendant la guerre de le résoudre. Donc on est retombé dedans et ça justifie d'autant plus notre étude et notre approfondissement pour pouvoir comprendre les choses. Donc en fait, dans ce processus historique, on avait tout d'abord constaté que la disparition de la prophétie amène une nouvelle, on pourrait dire une nouvelle époque dans l'histoire, une époque longue, puisque ça fait 2500 ans que la prophétie a disparu au début du deuxième temple,
et donc qui va amener ce qu'on appelle la civilisation actuelle, la civilisation moderne. Et dans cette civilisation moderne, à l'intérieur du peuple juif, on a la marloquette dans Beit Sheni entre les Sadducéens et les pharisiens. C'est le premier sujet qu'on a étudié. Le deuxième sujet qu'on a étudié, c'est en fait, c'est le même sujet, de manière incidente, c'est l'apparition de la civilisation grecque qui apparaît, non pas parce qu'elle n'existait pas auparavant, mais parce qu'elle donne la réponse à la disparition de la prophétie au niveau de la culture universelle. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un point très important. Il y a de tout temps et partout, il y a des gens qui ont des civilisations et des gens qui ont une prédisposition pour quelque chose. Mais si c'est le temps, à ce moment-là, c'est eux qui deviennent ou les gens à la mode ou les dirigeants. Je donne toujours l'exemple de Van Gogh, Van Gogh, qui n'a pas vendu un seul tableau de son vivant parce que il était précurseur de son temps. Et puis le jour où le monde était prêt à comprendre ce que Van Gogh avait donné au niveau de la peinture, et derrière la peinture, il y a une Marshava, les impressionnistes, c'est pas par hasard qu'ils sont apparus. À ce moment-là, le monde s'intéresse. C'est la même chose. La pensée grecque existait depuis la création du monde, on pourrait dire. C'est pas forcément des Grecs, mais l'approche hellénistique des choses. Mais le jour où la prophétie disparaît, c'est le temps où l'approche grecque est ce que le monde recherche, et donc l'empire qui dirige le monde devient l'empire Malchut Yavan, l'empire grec. Et puis après ça, on passe à l'empire romain. Et c'est ce qu'on est en train d'étudier à propos de la justice, de la légalité, de la moralité. Qu'est-ce que la civilisation romaine a amené? Et c'est là que c'est intéressant, c'est que, et ça, je reprends un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière. On a commencé ce sujet la semaine dernière. Alors, je me mets juste là où on était, exactement là où on est pour tout cela. C'est-à-dire dans Sadducéens, civilisation romaine et christianisme. C'est-à-dire qu'après ça, on va étudier christianisme, et après ça, on va aussi étudier judaïsme à l'intérieur d'une civilisation romaine et chrétienne. Comment est-ce qu'on est, on pourrait dire, influencé ou pire que ça, c'est-à-dire en fait plus qu'une influence, c'est-à-dire et même intoxiqué à un certain niveau par pour certains, pas le peuple juif en général, mais en tout cas influencé jusqu'à intoxiqué par le monde ambiant qui est le monde chrétien et le monde de la civilisation gréco-romaine. Voilà, ça c'est le point général. Maintenant le point particulier, c'est que plus que la civilisation grecque, c'est la civilisation romaine qui va nous intéresser maintenant à propos de la question de moralité et de légalité. Et pourquoi? Parce que le fondement de la civilisation romaine, c'est qu'il y a deux choses. Tout d'abord, c'est qu'elle est apte à donner une réponse aux questions de société. C'est-à-dire la Grèce aussi, mais aux questions de société, de questions de justice. C'est le droit romain qui est le droit fondamental dans la civilisation occidentale qui est gréco-romaine. C'est la pensée grecque, c'est la philosophie grecque, c'est l'esthétique grecque, c'est le sport grec d'ailleurs, et la démocratie grecque. Donc la Grèce a amené énormément de fondements pour la civilisation actuelle, mais qu'est-ce que les Romains ont amené? Deux choses, ils ont amené la guerre et ils ont amené le droit. C'est-à-dire c'est les deux forces des Romains. Il y en a d'autres, mais je suis réducteur pour deux raisons. Tout d'abord parce que on étudie, et ensuite parce que je suis spécialiste de rien du tout. Donc quand je parle de tout ça, c'est pas parce que je pourrais vous parler de tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que au niveau du droit, le droit européen et donc a fortiori le droit israélien du Bet HaMishpat, que ce soit le Bet Mishpat Elyon ou Tarton, c'est-à-dire la légalité israélienne actuelle, qui n'est pas fondée sur la loi hébraïque, mais sur la tradition européenne, donc elle est de droit romain. Et donc la question de l'égalité-moralité, c'est une question foncièrement liée avec la civilisation romaine et les acquis qu'elle a donnés à la civilisation occidentale actuelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que, je reprends un peu ce que j'ai dit la semaine dernière parce que c'est important pour reprendre, c'est que toute société a besoin d'un certain ordre de société et qui va tout simplement d'abord organiser pour que la société soit en harmonie avec elle-même, qu'elle puisse exister, mais aussi souvent
répondre à des questions d'essence, c'est-à-dire des questions qui sommes-nous au niveau identitaire, au niveau de la société. Maintenant, quand la prophétie disparaît dans le monde entier, si vous voulez, la spiritualité disparaît et l'intériorité du lien avec Akadosh Baruch Hu, ça peut passer par les mythes, par l'idolâtrie et tout, mais cette présence fait que les sociétés sont à la recherche d'une explication de leur organisation, d'un sens de leur organisation. Et c'est à partir de ce moment-là où Édom va apparaître dans toute sa puissance. Pourquoi? Parce que ce que Édom a proposé, c'est une structuration. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Édom a proposé ça? C'est parce que la vertu de Édom dans la Kabbalah, c'est Gevura. Il est du côté de la Gevura. Et la Gevura, c'est la loi, c'est l'ordre. Et l'ordre, c'est l'organisation, c'est la structuration, c'est la formalisation des choses, donc, qu'elle a proposé quand Édom parle à une société. Édom peut parler dans d'autres formes, au niveau de l'individu, au niveau des idées, au niveau d'autres choses. Mais en tout cas, quand on parle de société, elle va proposer un bien-être de la société. Et dans quelle forme? Dans la forme de la formalité, justement du côté structurel, organisationnel des choses. Alors, je vous ai cité la semaine dernière la Gemara célèbre dans Shabbat, page 33, où les rabbanim se sont intéressés à l'acquis de la société romaine. À ce moment-là, c'était Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda ben Ilaï. Rabbi Yehuda ben Ilaï a dit, regardez, les Romains, ils ont fait plein de choses, et ils ont fait des termes, les termes romains, les bains romains, c'est-à-dire, ils ont fait des marchés, ils ont fait des shvakim et mechatzaot, shvakim et ksharim. C'est-à-dire des ponts, ça veut dire la communication. Et Rabbi Shimon bar Yochai est extrêmement critique contre eux, et je vous ai cité une autre Gemara qui dit qu'à la fin des temps, Dieu lui-même sera critique contre eux, parce que, en fin de compte, le constat, c'est que c'est un constat qui est presque obligatoire. Si tu penses que la réussite d'une civilisation est dans la résolution des questions techniques ou structurelles de la civilisation, et que tu ne t'occupes pas de la spiritualité intérieure des choses au même niveau, c'est-à-dire que tu penses que si tu as le bien-être, si tu as la richesse, si tu as les structures, si tu as la technologie, alors le sens intérieur des choses, le sens moral, le sens spirituel des choses est résolu, parce que tout va bien. À ce moment-là, tu es en danger donc de vide spirituel, et c'était ça l'analyse de la semaine dernière. C'est-à-dire que la civilisation romaine proposera toujours, parce que c'est son essence intérieure, c'est la neshama de Esav et de Édom, de proposer des solutions, on pourrait dire techniques, technologiques, structurelles, formelles à toutes les questions qui se posent à l'homme. Alors maintenant, on est dans les questions de la loi et de la loi, et donc Manitou va, à partir de là, dans le texte qu'on a vu la semaine dernière, va nous dire que c'est la raison pour laquelle, pour nous, c'est la morale qui est là. On va parler de pnimiyut et chitzoniyut, intériorité, extériorité. Pour nous, c'est l'intériorité qui est la morale, qui précède la loi, et qui est aussi la révélation prophétique, et qui est aussi la Torah Sheba'al Peh, qui va être le justificatif ou justificateur de la loi, qui est la structure d'organisation de la société. C'est-à-dire, donc vous comprenez, la morale va précéder et doit précéder la légalité. Et pour Rome, c'est la légalité qui va expliquer en elle-même, c'est-à-dire elle va devenir une valeur autonome, et elle va expliquer pourquoi elle est justifiée pour structurer les sociétés, et donc on va dire c'est moral parce que c'est légal. On va pas dire il faut que ce soit moral pour que ce soit légal, on va pas faire précéder la moralité à la légalité, mais on va au contraire faire précéder la légalité comme justification d'organisation de la société, et à ce moment-là on va dire puisque c'est justifié, donc c'est ça qui est la morale, puisqu'on n'a pas fait précéder une morale comme condition sine qua non de cette légalité. C'est-à-dire, bien entendu, les paroxysmes, on le sait, on le cite souvent, c'est deux exemples avec les nazis. Le premier, c'est que dans les procès de Nuremberg, etc., quand on a demandé
au pire des Rechaïm de cette histoire, pourquoi ils avaient fait ça? Ils avaient dit un ordre, c'est un ordre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'était légal, c'est ça qu'il fallait faire. Donc pour eux, traduction, c'était moral. Et deuxième élément, dans Mein Kampf, Hitler, il marche mauvais olamim, qui brûle en enfer éternellement, oui, a écrit qu'on doit se débarrasser des Juifs parce que le peuple juif dérange le monde parce qu'il est porteur des valeurs morales. Vous comprenez? Donc tout ça, ça va ensemble dans cette. Mais ça, c'est le paroxysme, si vous voulez, de la civilisation, de l'échec de la civilisation romaine et occidentale. Mais ce qui est important dedans, c'est de comprendre que c'est quelque chose de maouti, c'est-à-dire de congénital, d'essentiel dans la civilisation de Rome, que dans la vision de n'importe quelle chose, vu qu'elle est du côté de ce qu'on appelle les gvurot, et a fortiori de ça, les gvurot, c'est les structures, donc l'extériorité, à ce moment-là, elle va toujours proposer dans toutes les questions, et comme je vous ai dit, il y a disparition de la prophétie, donc d'une source de morale, le monde entier, après la civilisation grecque, qui va s'occuper des valeurs, on pourrait dire extérieures, mais des vraies valeurs, comme la philosophie, l'esthétique, etc., alors Rome va s'occuper de cette valeur qui est le droit, qui est sa manière de réaliser le projet de la société. Oui, Brigitte. Est-ce que je peux poser une question? Parce Même que deux. dans le judaïsme, on dit que les rois, ils sont souvent dispensés quand ils règnent, dispensés de certaines règles. Justement, ça, c'est aussi du pragmatisme, non? Oui. Je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, mais je suis pas sûr. Du Mishpat Amelech. Ce qui se passe, c'est qu'il y a la loi qui est la loi absolue de la Torah et qui, d'après ce qu'on explique, elle est absolue parce qu'elle est basée sur des critères de moralité qui sont tellement exigeants qu'ils empêchent souvent la réalité d'une égalité pragmatique, comme tu dis. Et dans des cas où on voit qu'il y a une faille, tout système a des failles. Donc la faille du système, on pourrait dire la Torah, c'est qu'il est trop idéologue. Il est trop haut. Et donc, dans une réalité plus basse, elle risque d'être en porte-à-faux. Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait une soupape de sécurité. C'est vraiment une soupape. C'est-à-dire, il y a le pape et il y a la soupape. C'est-à-dire une soupape de sécurité. Et c'est le Mishpat HaMelech. D'ailleurs, dans le Rambam, ou dans la Gemara partout, qui peut être appliqué aussi par le Sanhedrin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le roi. Le Sanhedrin peut appliquer les critères de l'égalité pragmatique et le roi est mandaté pour l'appliquer. C'est-à-dire ça fait partie justement de cette capacité d'avoir un double système, le système du roi et le système du Sanhedrin, pour permettre au Sanhedrin de juger, s'il le peut, uniquement selon des critères purs, c'est-à-dire de la volonté de Hachem, et permettre malgré tout de résoudre des problèmes qui sont au niveau pragmatique, comme tu dis, au niveau de circonstanciel. Est-ce que j'ai donné deux exemples? Le premier, la semaine dernière, c'était celui de Eliyahu ben Carmel, mais c'était des problèmes d'idolâtrie, où il a transgressé la loi d'offrir des corbanotes en dehors du Beth Amikdash pour ramener les Juifs à la Torah. Et le deuxième que donne la Gemara, c'est l'histoire de Shimon ben Shetach, qui a pendu une journée sans autre forme de procès, 70 Mechashvot, 70 sorcières à Ashkelon, parce qu'il y avait un problème de sorcellerie et on ne pouvait pas les attraper. Donc comme on n'arrive pas à l'attraper, c'est le problème de la mafia. Ouais, c'est-à-dire que pour attraper la mafia, il faut une loi d'exception, il faut ce qu'on appelle Horat Shah. C'est-à-dire on ne peut pas juger selon des critères, je pense que Brigitte, tu le connais très bien, c'est-à-dire que la loi souvent est prisonnière de son idéologie ou de son système qui est considéré comme un système. Maintenant, je termine avec ta question. L'exemple flagrant de la Gemara, je ne sais plus si c'est Makot, je crois que c'est la Gemara de Makot, qui dit comme ça. Tu vois quelqu'un qui est en train de courir après quelqu'un d'autre avec un couteau, et puis il y a deux témoins qui courent après pour témoigner de l'assassinat, et puis l'assassin et l'assassiné tournent dans la rue, et le temps que tu arrives, tu vois le mort en train d'agoniser, l'assassin avec le couteau, avec le sang qui coule, les deux dents qui sortent comme ça et qui ricanent, et tu n'as pas vu l'acte. D'après Din Torah, on ne peut pas condamner l'assassin. Alors que tout le monde sait très bien, c'est-à-dire tout le monde sait que
la probabilité, c'est 99% qu'il y a toujours une probabilité improbable, ouais, mais que c'est lui qui l'a fait de cette manière-là. Parce que il faut revenir au fondement moral de Alpi Shnaim Edim Yakum Davar, qu'il faut deux témoins qui ont vu. Il n'y a pas de, on peut pas juger selon des Ed Medina, un témoin, comment ça s'appelle ça, sur le doigt, nous, là, les empreintes digitales ou toutes sortes des enregistrements, etc. Toutes les procédures judiciaires modernes qui utilisent toutes ces choses-là, Alpi Din Torah, d'après Din Torah, c'est impossible. Et c'est pour ça qu'on a besoin du Mishpat HaMelech, qui lui va condamner cet assassin sans aucun problème. C'est-à-dire, donc c'est ce que tu as dit, et ça fait partie de la justice de reconnaître qu'il y a des cas d'exception dans lesquels là, le pragmatisme légal est obligatoire. Mais le problème, c'est quand, comme a dit Manitou dans ce texte-là, il a dit à la loi morale absolue, il y a un ordre de connaissance également différent de la coutume qui fait que la légalité est ainsi et pas autrement. Donc la coutume, c'est, Manitou a appelé ça dans le sens d'une loi qui est basée, un droit coutumier qui est basé justement sur le pragmatisme de la réalité telle qu'elle est à tel moment ou à tel moment. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Sader. Et donc je voudrais reprendre deux textes que j'ai cités mais qu'on n'a pas étudiés la semaine dernière, qui montrent que fondamentalement, parce que c'est ça que je vais appuyer, c'est tellement important de comprendre que les Romains ont disparu depuis longtemps. Oui, nous on a le vrai Jérusalem, eux ils ont le faux Rome. Mais en tout cas, mais ils ont disparu en tant que civilisation depuis longtemps. Mais pourtant, jusqu'au Bagatz, jusqu'au bout des ongles de Amit, de Yitzhak Amit, je l'ai entendu parler jusqu'au bout des ongles, il est romain. C'est-à-dire au niveau de sa manière de concevoir la justice. Donc on a une urgence, une importance de pouvoir retourner aux sources pour pouvoir comprendre les choses. Alors comme je vous ai dit, il y a deux éléments au niveau du Limud Torah qui vont ensemble. Structure et Neshama, c'est-à-dire dans le droit c'est l'égalité et moralité, la structure et l'intériorité, dans la Kabbalah Orod Vekelim, c'est-à-dire, et de manière générale, extériorité et intériorité. Alors, comment est-ce que les Chachamim nous l'ont montré à propos de Esav? Enfin, quelque chose de très intéressant. Alors, j'ai repris la source toujours dans le Chumash avec Rashi, puisque c'est des sources qui nous permettent, qui sont traduites en français. Regardez. Vayi Esav ben Arbaim Shana, donc c'est par Toldot, vous connaissez tous à propos de Yaakov et Esav. Vaikach Isha et Yehudit bat Beiri Achiti, ved Basmat bat Elon Achiti. Alors, qu'est-ce que c'est spécial? C'est qu'à 40 ans, Ésaü, il s'est marié avec deux goyotes complètes, des cananéennes. Donc c'était un petit canaillou, ouais, qu'il a pris des femmes comme ça. Et il a fait pire que ça, c'est que il a fait ce qu'on appelle en bon français BCBG, c'est-à-dire que il leur a changé le nom pour que ça a l'air d'être caché. D'accord, ils sont restés taref complètement, mais elles étaient cachères au niveau il les a converties ultra-libérales, c'est-à-dire puisque la première s'appelle Yehudit, vous vous rendez compte, d'accord? Il a eu la chutzpah, alors que son père est chitien, donc cananéen, de l'appeler Yehudit, et la deuxième, la fille de Elon, un chiti aussi, il l'appelait Basmat. Basmat, c'est celle qui est Bessamim, qui a une bonne odeur, donc qui est en odeur de sainteté. C'est-à-dire donc, c'est ça. Et nos Chachamim, ils n'ont pas été dupes. Ouais, ils ont vu tout de suite là-dessus que Esav, c'est toujours Esav. Alors comment? Regardez ce que dit Rashi, âgé de 40 ans. Esav est comparé à un porc, ainsi qu'il est dit que le porc de la forêt l'a muti. Alors pourquoi est-ce qu'il est comparé avec un Nimshal et Chazir? Alors Rashi explique, cet animal, attendez, je vais encore un peu agrandir pour qu'elle n'ait pas besoin de se pencher. Voilà, d'accord. Alors, cet animal, encore cet animal, lorsqu'il est couché, étend ses pattes pour montrer ses sabots, comme pour dire, voyez, je suis pur, puisque j'ai les sabots fendus. Alors, il en va de même des princes de Esav. Ils volent et pillent, tout en se donnant des airs de gens honnêtes. C'est-à-dire, ça c'est le constat sur la civilisation des airs. C'est-à-dire, ils tuent, ils volent, ils font plein de choses qui sont pas bien, mais ils sont toujours habillés avec un costard, une cravate, un col blanc, un chapeau haute forme, etc. Et tout s'est fait dans l'ordre et dans
dans l'organisation et tout est fait selon l'ordre et la loi. Je peux pas ne pas penser au fait que j'ai eu une discussion de nouveau à propos de la Shoah cette semaine avec le Rav qui s'occupe en Israël d'aider les gens à retrouver leurs origines juives quand ils sont passés par la Shoah et que tout a été effacé. Et il m'a dit, sache que les nazis, c'est pas comme les autres. Tout est organisé. Tous les gens qui ont été envoyés dans les camps de concentration, tout était mesoudar. C'était noté, si tu étais juif, si tu étais tzigan, si tu étais communiste, si tu étais résistant. Et ils avaient des listes, c'était organisé. Ça veut dire que c'est la barbarie, mais il y a du seder. Il y a de l'ordre, il y a de la loi, et tout est fait avec un col blanc, comme il faut. Et c'est ça ce que, dans l'extrême, ce que nous dit Chazal ici, quand il dit ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va de plus? C'est ce qu'on a dit. Pourquoi le porc? Parce que il montre ses pattes pour montrer qu'il a les sabots fendus, donc il est caché, mais il n'est pas ruminant. Ça, c'est marqué dans la Torah. Ken qui m'affrise par Saou ou Vegera loïgar, il n'est pas ruminant. Et on revient à ce qu'on explique toujours, c'est qu'au niveau extérieur, il est caché, et au niveau intérieur, il n'est pas caché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va toujours s'occuper de se cachériser extérieurement en pensant qu'il sera caché comme ça. C'est-à-dire que si tout va bien, si les vitrines sont belles, sur les galeries Lafayette, c'est pas important ce qui se passe derrière, à l'intérieur, parce que c'est ça la vérité. La vérité, c'est une vérité d'une organisation extérieure. Et c'est ça le sod, le secret de cette comparaison avec le chazir de Esav, d'accord, du porc, non pas parce qu'on veut l'injurier et dire qu'il n'est pas beau parce que c'est un porc. D'ailleurs, la civilisation d'Ésaü a toujours aimé le porc, donc ça les dérange pas. Ils ont toujours, comme on disait, une blague. Il vaut mieux avoir un beau porc de tête qu'une belle tête de porc. Mais en tout cas, c'est peut-être pas par hasard non plus qu'ils apprécient cet animal-là. Mais en tout cas, pour Chachamim, il y a quelque chose qui n'est pas injurieux, c'est tout simplement un constat d'une certaine forme de civilisation. Alors, chez Esav, comment ça se passait? Pendant toutes ces 40 années, Esav enlevait des femmes à leur mari et leur faisait violence. Et lorsqu'il lui atteint cet âge, il dit, mon père a pris femme à l'âge de 40 ans, je peux faire de même. Vous comprenez? Ça veut dire que jusqu'à 40 ans, il faisait les 40 coups, ça aidait, et le jour de 40 ans, il va dire, je suis comme mon père. Mon père s'est marié avec un. Yaakov, Yitzhak Avinu, jusqu'à 40 ans, il s'est conduit comme un tzaddik. C'est-à-dire, et puis, il a attendu que Rivka soit arrivée à l'âge où il pouvait se marier avec elle pour pouvoir se marier. Oui, avant, elle n'était pas née, tout simplement. C'est-à-dire, donc, il pouvait pas. Mais donc, Esav ne va prendre que le côté formel. Il va voir, voilà, mon père s'est marié à 40 ans, donc je vais me marier à 40 ans. Et au-delà de ça, et qu'est-ce que tu as fait avant et comment tu te conduis après, quelles sont les femmes que tu vas prendre, non, ça c'est pas important. Tout ça, c'est de la spiritualité, c'est des valeurs intérieures. Ce qui est important, c'est de garder la formalité du bien, et c'est ça qui est montré de cette manière-là dans tout ça. Alors, vous voyez que ça, quand on le transpose dans l'analyse des sociétés, ça va beaucoup plus loin, mais c'est le même concept qui est étudié. Alors le deuxième, oui, Patiena Mouraturach Litzrak ou Rivka, bien entendu, les parents n'ont pas accepté, et il faut se souvenir que pour Yitzhak c'était très difficile parce qu'il a la même vertu, lui-même est la vertu de ce qu'on appelle la vertu de Gvura. Mais sauf que la Gvura de Yitzhak, c'est la vertu cachère de cette vertu. C'est-à-dire de ne pas oublier l'unité entre la vertu d'Avraham et de Yitzhak qui va donner la vertu de Yaakov Tiferet, qui est l'harmonie entre Chesed et Gvura. Mais chez Yaakov et chez Esav, Aracha qui est le fils de Yitzhak, donc il veut ressembler à son père, c'est-à-dire, mais il veut lui ressembler uniquement au niveau. Alors, ce que Ovadia nous dit, et Ovadia c'est important, parce que Ovadia, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est le prophète qui a donné une toute petite prophétie, qui n'est que sur Édom, parce que lui-même était un converti édomite. Donc il savait de quoi il parlait. C'est-à-dire, c'est comme quand on étudie, on écoute des gens comme Avram Livni ou Dan Be'eri, eux ils savent au moins de quoi ils parlent. Alors Ovadia c'est la même chose, et il dit comme ça. Ech nirpesu Esav niv'u matzpunav. Il dit comme ça. Comment Esav
on va traduire de manière très libre, l'itrapès. Comment est-ce qu'il s'est travesti, comment est-ce qu'il s'est déguisé toute son histoire, parce qu'il a toujours caché la tréfa intérieure, ouais, par une extérieure très fine. Ouais, c'est le très fin contre le très fin. Mais il a toujours caché ça. C'est Ernich Pessoessa, mais Ovadia nous dit, la de la voix à la fin des temps, niv'u matspuna. C'est-à-dire que la traduction exacte, ces retraites mystérieuses sont mises à découvert. Matspun, c'est pas seulement la conscience, c'est ce que tu caches. Tsafun, barer, c'est ce que tu caches. Et donc tout ça, niv'u, à un moment, va être révélé. C'est-à-dire que à un moment de la fin de l'histoire, va être mis à nu l'immoralité de Ésaü et le fait que le refuge dans un bien, mais qui est extérieur, ne peut pas justifier le vide intérieur au niveau de la moralité et au niveau de la spiritualité, et il y aura un jugement à la fin des temps de ce défaut de Esaü. Vous voyez, donc il y a les deux choses. L'analyse, a priori, c'est Maaseh Avot Siman Labanim, c'est l'histoire depuis les patriarches, et puis la prophétie, les Atid Lavo, que c'est impossible que ça dure éternellement, et à un moment, ça va exploser ou imploser à cause de ce manque-là. Voilà. Ça, c'est ce pour reprendre l'idée qu'on avait étudiée, mais pour voir combien c'est fondamental. Et le deuxième texte que je voudrais faire aujourd'hui, avec votre permission, c'est parce que c'est Parashat Hashavua. C'est-à-dire que comme c'est Parashat Hashavua et que c'est un enseignement de Manitou, maintenant je l'ai entendu, mais je l'ai pas retrouvé la source de cet enseignement, et je l'aurais pas fait si c'était pas cette semaine. C'est la manière dont Manitou va lire Ve'elea Mishpatim Asher Tassim Lifnem. C'est-à-dire que le premier verset de la Parashat Mishpatim, c'est voici les Mishpatim. Or, comme on étudie la notion de Moussar ve Mishpat, alors ça vient de pouvoir lire un petit Rashi là-dessus. Alors, quel est le Rashi qu'on va voir? On va d'abord voir le Rashi du milieu, il y en a 3. Il va nous permettre de comprendre les deux autres Rashi, celui d'avant et celui d'après, ils vont devenir encore plus limpides grâce à Manitou. Alors, Manitou dit, et on va l'étudier en français, mais j'ai mis exprès, puisqu'il est central, le texte de Rashi en hébreu, pour permettre de voir certaines expressions de manière encore plus authentique. Asher Tassim Lifnem. Qu'est-ce que dit Rashi? Le Saint béni soit-il a dit à Moshe. Ouais. Ne t'imagine pas qu'il puisse te suffire de leur enseigner un chapitre ou une loi 2 ou 3 fois, jusqu'à ce qu'ils les connaissent dans leur mot à mot, sans devoir t'astreindre à leur en faire comprendre les raisons et la signification. C'est-à-dire, vous avez compris. C'est-à-dire que, qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu à Moshe? Tu vas leur enseigner tous les mishpatim. Donc, tu vas ouvrir une yeshiva où on étudie toutes les halachot, tous les mishpatim de la Torah. C'est-à-dire, les mishpatim, c'est les lois, dans le principe, les lois sociales, mais c'est pas exact, puisque c'est aussi des lois qui sont religieuses, à condition qu'elles sont intelligibles et qu'elles ont un sens humain, rationnel pour tout le monde, contrairement aux chukim ou mishpatim. Donc, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu crois peut-être que tu vas ouvrir un Talmud Torah, et tu vas ouvrir une yeshiva, et que tu vas faire apprendre par cœur à tout le monde toutes les Mishnayot, et toutes les Gemarot, et tous les Halachot, c'est-à-dire, et que chaque fois que on appuiera sur le bouton, on leur demandera, dis-moi, Halacha à propos de Bishul Beshabbat, comment on fait, tu appuies sur le bouton, et blablabla, il connaît par cœur ce qui a marqué dans le Yalkut Yosef, et il peut tout te dire comme ça, et tout est limpide. C'est-à-dire, alors ça, nous dit Rashi, au nom de Chazal, Akadosh Baruch Hu a mis en garde Moshe, ne fais pas comme ça c'est pas la méthode d'enseignement pour enseigner les mishpatim. Et alors on continue, voilà pourquoi il est écrit Asher Tassim Lifnem. Voilà. Asher Tassim Lifnem, c'est-à-dire comme une table dressée, prête à celui qui s'installe pour y manger. Alors regardez en hébreu, c'est-à-dire En veni matriach al atzmi la vinam ame adavar ou perusho. C'est-à-dire que Rachid dit, ne t'imagine pas que tu es exempté d'enseigner aux Juifs le tam et le perouche de tous les mishpatim. Les kaf neymar, c'est pour ça qu'il a marqué Asher tassim lifnem, c'est le pasuk elle est à mishpatim, Asher tassim lifnem. Vous êtes d'accord que on aurait pu dire Vadeber Hashem le shelemor, elle est à mishpatim Asher ani noten lecha, oui, ki tikne vedivri, etc. C'est-à-dire, l'expression Asher tassim lifnem est une expression exceptionnelle
qui apparaît peut-être qu'une seule fois dans toute la Torah. C'est-à-dire que c'est le seul endroit. Et donc il lui dit, Sher tassim lifnehem, shulchan et aruch, ou muchan lechol lifne adam. C'est-à-dire, alors, là, c'est important de le voir en hébreu parce que c'est la source du mot Shulchan Aruch. Et c'est là que Manitou était extrêmement virulent. Parce qu'il disait, regardez comment les choses ils se sont inversées. Rabbi Yosef Karo avait sans doute, c'est sûr, des bonnes intentions. La preuve, c'est qu'il n'a pas dit d'étudier le Shulchan Aruch, il a dit d'étudier le Bet Yosef, avec le Tour, avec le Rambam, avec le Kesef Mishneh, avec les Gemarot, quand on veut vraiment comprendre les choses. Mais il a quand même écrit un résumé de tout ça qui ne sont que les halachot, qu'il a appelé le Shulchan Aruch. Et nous dit le Manitou, c'est un non-sens, pas aucune accusation sur Rabbi Yosef Karo, mais il dit que le peuple juif après a fait un non-sens absolu de l'enseignement qui est la source du mot Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch, c'est exactement ce que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu de ne pas faire. Il lui a dit surtout, ne me fais pas un bouquin où il y aurait des lois sans expliquer le sens et l'explication des lois. C'est-à-dire sans que les fondements qui expliquent pourquoi est-ce que cette loi existe, c'est-à-dire les fondements de la moralité qui précèdent la légalité, ne soient pas enseignés obligatoirement. Et donc, c'est ça qu'on appelle une table dressée prêt à manger. C'est-à-dire une table dressée prêt à manger, c'est pas que tu connais toutes les lois directement, que tu peux tout recracher, c'est que tu comprends pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Tant que t'as pas compris, c'est pas une table dressée. C'est un livre de code. C'est-à-dire, mais on a dit pas code. Yves code Elohim Etrem. C'est-à-dire que c'est un bouquin, comme un bottin, comme un livre de loi, et c'est ça le chidouche. Toutes les nations pensent que si on apprend par cœur de la poésie, si on apprend par cœur les lois, si on a un examen, d'ailleurs je suppose que dans les examens d'experts comptabilité et d'avocats, l'essentiel qu'on te demande, c'est de connaître par cœur toutes les lois, d'être spécialiste. Est-ce qu'à un moment, j'imagine qu'il y a sûrement des dérogations, mais est-ce qu'à un moment on te demande, mais est-ce que tu peux faire une dissertation pour expliquer les fondements moraux de la loi que le Sénat a votée en 1848 sur les problèmes, par exemple, de la violence? Est-ce qu'à un moment, on te demande d'analyser ça et de donner ton avis ou de réfléchir quels étaient les fondements qui ont motivé? Alors, c'est possible qu'il y a, parce que les choses ne sont pas noir et blanc, mais vous comprenez que Manitou était extrêmement heureux, parce qu'on revient au sadducéisme. C'est quoi le sadducéisme? C'est dire que si la lettre est une lettre, c'est-à-dire que l'écrit est écrit, ça suffit d'apprendre ça. Ça suffit d'expliquer ça. C'est-à-dire il faut la connaissance de la chose telle qu'elle est. Or, ça, c'est exactement le problème de l'extériorité sans intériorité au niveau de la légalité et de la moralité. Et qu'est-ce que nous dit ça? On vient de recevoir la Torah, révélation au Mahamad Har Sinai, Anochi Hashem Elokecha. La volonté de Dieu s'exprime dans des lois, même les 10 paroles sont 10 commandements, sauf c'est oui, c'est des lois. D'accord? Ça veut dire qu'elle descend jusqu'à l'organisation légale des choses. Et tout de suite après, Hachem nous dit, voilà maintenant tout ce qui découle de la révélation du Sinaï, c'est toutes les lois qui vont organiser la société, et fais très attention. Ne les enseigne jamais sans donner le ta'am et le pérouge des choses. Et sinon, c'est pas un Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch prêt à être consommé, Muchan lechol lifnei adam, c'est parce qu'on parle à des juifs qui sont intelligents, et il faut absolument qu'ils comprennent le sens des choses, et pas seulement le comment, mais aussi le pourquoi. Pas seulement le er, aval, le ma et le lama. Comme disait le Dalaï, lama. Et donc, voilà. Alors, vous voyez que c'est une révolution dans la lecture des choses, parce qu'il dit que le monde est à l'envers. C'est-à-dire, c'est ceux qui donnent le Shulchan Aruch, qui disent que c'est ça, le Shulchan Aruch que Dieu voulait, alors que c'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas. De nouveau, on peut passer à l'as de cette lecture de ce Rashi, si on n'a pas Manitou à côté. Mais c'est quand même marqué. Alors, regardez du coup, ce qui est extraordinaire, les deux autres Rashi de la paracha. C'est-à-dire, Ve'ele amishpatim. Alors, quel est le problème du premier Rashi? C'est le Vav. Vous voyez, il y a un Vav ici. Waouh. Il y a un Vav. Ah non, c'est pas comme ça. Alors, c'est pas grave. C'est-à-dire, il y a un Vav au début, et ce Vav, il est pas logique. Pourquoi? Parce que normalement, il y aurait dû marquer Ele amishpatim asher tassim lifnem. Et pourquoi il y a un Vav? Le Vav, c'est un Vav
Vav Achibour, c'est un Vav qui relie les choses. Qu'est-ce que dit Rashi? Partout il est écrit Ele, le texte implique une rupture avec ce qui précède. Et lorsqu'il est écrit Ve'ele, il implique un ajout à ce qui précède. Là, le mot ajout, il n'est pas exact, il implique une connexion avec ce qui précède. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Par exemple, on peut être sioniste en rupture avec la religion de nos pères, ou être un sioniste en lien avec la religion. Quand je parle de nos pères, c'est nos pères véritablement. Notre grand-père qui était rabbin, comme pour tout le monde. C'est-à-dire, et alors ça, sa question, c'est est-ce que vezot atzionut ou zot atzionut? C'est-à-dire que dans la vie, c'est un point qui est très important. Est-ce qu'on est capable de lier ce qui est passé avant avec ce qui est passé maintenant? Et Rashi nous dit, comme il y a marqué Ve'ele, de même que ce qui précède a été proclamé au Sinaï, de même celle-ci a été proclamée au Sinaï. Et pourquoi les lois civiles font-elles immédiatement suite à celles relatives à l'autel, le Misbéach, pour te dire que tu devrais installer le Sanhédrin auprès du sanctuaire? Vous avez très bien compris. Le Beth Amikdash, c'est la Shrina, c'est la Nevoa. Le Mahamad Har Sinaï, c'est la révélation de Dieu. C'est pas tu ne feras pas comme ça ou tu feras comme ça. C'est la rencontre entre nous et c'est une alliance avec Dieu. C'est totalement la révélation prophétique de l'intériorité, de la valeur, de la moralité, qui est la source des choses. Et le Vav, d'après ce que dit Rashi, est le Vav qui va obliger à ce que la lecture des Mishpatim soit liée avec l'événement de Yitro, du Sinaï. Et donc, ça explique le Rashi suivant. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout Rashi va dans le même sens. Et on va maintenant étudier le troisième Rashi. Ele Mishpatim, Ve'ele, Asher Tassim. Alors, on a vu que Tassim, c'est le Shulchan Aruch, Lifnehem. Et pourquoi il y a marqué Lifnehem? Ça aussi, c'est une grande question. On pouvait dire Ve'ele Mishpatim, Asher Tassim, ou Asher Tassim Veta'ase. C'est ou quelque chose comme ça. Pourquoi il y a marqué Lifnehem? Rashi dit devant eux, non devant les idolâtres. Les idolâtres, c'est les goïms de manière générale dans ce texte. Et même si tu sais pertinemment, à propos d'un procès, c'est-à-dire à propos d'un jugement, il ne faut pas marquer procès, mais il faut marquer jugement, parce qu'on ne sait pas forcément un procès. C'est-à-dire à propos d'un jugement, le jugeront comme le feraient les juges d'Israël, ne le présentent pas devant leurs tribunaux. Car celui qui saisit les païens des procès d'Israël profane le saint nom et rend hommage à celui des idoles, comme il est écrit, qui lo que tsurenu tsuram, voivenu pelilim, quand nous érigeons nos ennemis en juges, nous rendons hommage à l'objet de leur culte. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même toujours une idéologie derrière le système légal, et l'idéologie qui est derrière le système légal des goïms, c'est l'idéologie chrétienne, romaine, occidentale, grecque ou idolâtre. Donc, même si, et c'est ça le chidouche, même si tu sais qu'ils jugent exactement de la même manière, que la limitation de vitesse est à la même vitesse, que l'impôt qu'on doit payer est le même impôt, tu n'as pas le droit d'amener un jugement devant les goïms. Pourquoi? Maintenant, on comprend très bien. Parce que quelle est la différence de deux choses l'une? Ou bien il n'y a pas de fondement moral qui précède, ou bien le fondement idéologique qui précède est foncièrement différent de celui de la Torah. Donc, même si au niveau de la forme, le jugement chez eux, le jugement chez nous est le même, au niveau du fond, c'est impossible. Et comme nous, il n'y a pas de forme sans fond, tu peux pas jouer. C'est pas comme un jeu de football où tu peux jouer une équipe juive contre une équipe goya, où tu peux aussi faire une rencontre internationale scientifique. Il n'y a aucun problème et on peut parler ensemble, étudier, échanger, mais on ne peut pas juger selon les tribunaux des goïms parce que il y a automatiquement atteinte à ce lien entre la moralité hébraïque prophétique divine et entre la légalité qui est derrière. Donc vous voyez que les trois rachis sont extraordinaires. Le premier passouk de Mishpatim, qui est le début de la loi, après qu'il y ait eu le Mahamad Har Sinaï, la révélation au Sinaï, c'est il faut mettre les pendules à l'heure. Et qu'est-ce que nous dit d'après Manitou ces trois rachis? Il nous dit tout simplement la même chose. Il faut absolument qu'il y ait une moralité qui soit l'entendement, la raison, le sens de la légalité que je viens t'enseigner. Et comment je le sais? À cause du lien avec Mahamad Har Sinaï, par la méthode dans laquelle je dois enseigner dans mes yeshivot les lois, obligatoirement, avec le ta'am et le pérouche. Et troisièmement, du coup, c'est ça qui fait qu'il y a impossibilité dans une loi qui va être la même entre des juifs et des goïms d'aller se faire, à plus forte raison si elle est différente, mais même si elle est absolument équivalente, même
si à la limite c'est une civilisation occidentale, humaniste, qui s'est inspirée de la morale des prophètes, malgré tout, ce sera jamais la même chose. C'est pas des Juifs qui ont développé ça, Alpi Torah Moshe, Alpi Torah Shebirtav et Torah Shebalpe. Voilà. Ça, c'est le texte que je voulais étudier aujourd'hui. Et vous voyez qu'il est limpide d'après ce que on a étudié jusqu'à maintenant. Mais c'est-à-dire, on va continuer, on va étudier un petit texte de Manitou dans les 10 minutes qui nous restent aussi. C'est-à-dire, là, il y a une phrase qui est intéressante, qui était dans les paroles de Manitou. Regardez, la relation, c'est le texte qu'on a vu la semaine dernière, à la moralité, à la loi morale absolue, et d'un ordre de connaissance radicalement différent de la coutume qui fait que la légalité est ainsi et pas autrement. Il peut y avoir coïncidence, mais c'est d'un arbitraire absolu. Quand il parle de la coïncidence, il parle du troisième Rashi qu'on vient d'étudier. Vous comprenez? C'est là qu'on voit que Manitou a étudié Rashi. On n'avait pas besoin de ça pour le savoir, mais quand il parle de coïncidence, c'est que la loi chez eux est la même loi que chez nous, et on pourrait dire du coup, ils sont inspirés par Dieu, et c'est bien, on peut aller chez eux, etc. Non, pas du tout. Ouais. Par exemple, la loi chez les protestants, en Angleterre et tout, elle est bien entendu beaucoup inspirée du Tanakh, de la Bible, et de la morale des prophètes d'ailleurs, mais c'est uniquement une coïncidence, et c'est d'un arbitraire absolu, puisqu'il n'y a pas ce fondement qu'on a vu maintenant, du lien entre moussard, de moralité, et l'égalité. Voilà. Alors on va étudier ce texte de Manitou, droit romain. La notion de droit, regardez, c'est très joli. En latin, a été altérée par l'usage que déjà du temps de Rome, les juristes en ont fait. Donc, ils s'occupent du mot le droit. Ouais, pourquoi? Parce que le mot le droit, en français, quand vous entendez le droit, vous entendez ce qu'en hébreu on appelle yasha. C'est d'accord? Quelqu'un qui est droit, c'est Adam Yasha. C'est quelqu'un qui est, et d'ailleurs c'est comme ça que le mot yasha, on va le traduire. Alors, ce qui est droit, la justice dans le sens de ce qui est juste. C'est-à-dire, en réalité, le droit romain, c'est ce qui est légal, pas ce qui est légitime. C'est-à-dire, légitime, c'est pas la justice, c'est pas la légalité. La légitimité, c'est la moralité ou la justesse. Oui, pas la justice, la justesse du phénomène. Or, nous dit Manitou, regardez, il y a en fait, des contresens des mots. Parce que, quand on dit droit, ça veut dire qu'on fait croire que le droit, il est droit. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il est moral, qu'il est juste. D'ailleurs, en français, justesse, justice, juste. Oui. En hébreu, quand tu dis injuste, on parle d'un tzaddik. C'est-à-dire, est-ce que c'est un shofet? C'est un juge? Pas du tout. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va selon le yasha. Je fais remarquer d'ailleurs quelque chose qui est très intéressant, c'est que en français, le côté qui s'appelle droit, c'est le côté droit. Ouais, c'est la main droite. D'accord? Alors qu'en hébreu, c'est clair que le yachar, c'est la ligne médiane. C'est-à-dire, Yisraël, Yachar El. C'est ceux qui représentent la ligne médiane, et au niveau de la Kabbalah, c'est clair. C'est toutes les vertus qui sont au milieu, Tiferet, Yesod, Malchut, Bina, non pas Bina, Dat, et Keter, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur la ligne médiane. Et c'est là qu'on voit que c'est totalement différent l'un de l'autre. C'est-à-dire que Dafka, ce qu'on appelle la rigueur de la loi, c'est-à-dire la loi en tant que loi qui s'occupe pas du côté justement du chesed, mais que de la structure, c'est le côté gauche d'après la Kabbalah. Mais c'est pas grave, parce que tout est relatif. Si tu regardes de l'autre côté, alors ça devient la droite. La preuve, c'est que dans la politique aujourd'hui, on considère que ceux qui sont plus dans la rigueur, c'est les partis de droite, et ceux qui sont dans la magnanimité, dans le chesed, c'est les partis de gauche. Vous savez, donc c'est qu'en fin de compte, ils lisent à l'envers. Parce que nous, on lit de droite à gauche, ils lisent de gauche à droite, donc ça s'est inversé. Mais ce qui est sûr, c'est que au-delà de ça, le langage français, d'ailleurs sans doute aussi depuis les Romains, c'est-à-dire, il ne considère pas que le droit, c'est-à-dire la justice, doit être dans l'équilibre des valeurs. Il considère qu'il doit être dans une prise parti de ce qu'on appelle la structure, la rigueur, etc. Si vous parlez avec tous les gens qui s'occupent de justice, c'est toujours comme ça. Si jamais ils font exception, oui, alors ils vont dire on va faire une entorse à la loi.
d'accord, ou à la droiture de la loi, puisque on va tenir compte des circonstances atténuantes, oui. Son père buvait, les parents boivent et les enfants trinquent. Donc c'est à cause de ça qu'il est devenu comme ça. Mais ça fait pas partie de la conception. C'est-à-dire pour eux, le droit, c'est la droite. Et pour nous, le droit, c'est le yachar et c'est l'intégration des deux valeurs. Et c'est ce qu'il dit. Pour eux, c'est la justice, d'accord, c'est la justice. Et pour nous, c'est la justesse. C'est-à-dire ce qui est mishpat tzedek. Shavtu et mishpat tzedek. Quand on dit mishpat tzedek, c'est une loi qui a comme inquiétude d'être dans le tzedek. Le tzedek dans la justice, dans le sens, pour nous, de la moralité qui précède. On continue dans ce texte. Il n'y a pas de doute que chez les Romains, comme chez tous les peuples, il y a des chassidés ou motaolam, qui avaient le sens de la justice. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai aussi aucun doute que tous ceux qui ont étudié le droit en Europe, en France par exemple, ou qui ont plaidé dans des baté mishpat en Europe, c'est-à-dire, il y en a ici, ouais, qui font partie de ça, et vous avez rencontré des gens qui étaient, ou bien dans d'autres systèmes politiques, ou de pensée, ou des manigim, des leaders, on a des gens qui avaient cette conscience et cette volonté de réaliser ce qu'on appelle mishpat tzedek, c'est-à-dire une justice qui est vraiment dans le sens de la droite médiane, c'est-à-dire qui est juste. Et Manitou, il a trouvé un nom pour eux. Il aurait pu dire que chez les Romains, comme chez tous les peuples, il y a des gens bien. Ouais, à Paris, on les appelle les gens bons. Mais de manière générale, ouais, et aussi à Parme, de manière générale, il aurait pu dire il y a des gens bien, il y a des gens qui sont des tzadikim. Or, non, Manitou a décidé de les appeler chassidés ou motaolam. C'est pas par hasard. Parce qu'en fin de compte, pour réussir à arriver à la ligne médiane, si tu es du côté de la Gvura, pour équilibrer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre du chesed. Et donc, c'est pour ça que c'est pas les tzadiké ou motaolam dont on parle, mais c'est chassidé ou motaolam. C'est les gens du monde qui savent que dans l'organisation de la société, il faut pas seulement du din, il faut aussi du chesed. Et ça, c'est pour ça qu'ils s'appellent des chassidés ou motaolam. Vous voyez, c'est-à-dire Manitou a précisé les choses de manière très claire, qui avait le sens de la justice. Mais finalement, ils sont chassides, mais ils sont pas débridés par le fait qu'ils sont que chassid. C'est au contraire, c'est parce qu'ils sont chassidim que quand ils s'occupent de loi, ouais, qu'ils ont en eux la possibilité de faire l'unité entre chesed et din, et donc de faire une loi qui est morale. Mais finalement, leurs constitutions sont des constitutions dans la catégorie du droit et non pas de la morale érigée en légalité. Donc tout ça, on n'a même plus besoin d'expliquer, c'est ce qu'on explique tout le temps. C'est-à-dire, dans les individus, on trouvera des individus exemplaires dans toutes les civilisations, pas seulement chez les Occidentaux, dans toutes les civilisations on en trouvera, mais quand ils construisent une constitution, ils ne peuvent pas faire autrement que selon ce qu'ils sont. C'est-à-dire, et là, ce qu'ils sont, c'est des Romains. Et s'ils sont des Romains, donc ils vont faire des constitutions qui sont dans la catégorie du droit et pas de la moralité érigée en légalité. Regardez l'humour de l'histoire. Ce sont les Romains, et ça c'est un thème qu'on a vu la semaine dernière aussi. Ce sont les Romains, et voyez ce que la propagande peut faire, qui accuse les Juifs de ce qu'ils appellent le pharisaïsme, c'est-à-dire le jésuitisme. C'est-à-dire quoi? C'est les Romains qui sont fondamentalement uniquement dans la structure légale, la légalité, c'est-à-dire prennent comme bouc émissaire psychanalytique de leurs défauts, parce qu'ils savent qu'ils sont en défaut, ils ont un problème. Ils savent qu'il y a une conscience, ils savent qu'il y a une justice, c'est-à-dire dans le sens d'une moralité qui est derrière, mais ils sont coincés par leur système, et donc pour se libérer de leur mauvaise conscience que la loi c'est la loi, mais c'est pas moral, ou pas toujours moral ou rarement moral, c'est-à-dire il faut trouver, au lieu de se remettre en question, parce qu'ils peuvent pas se remettre en question à la mesure, ils vont dire ah mais si on commence à être moral, on n'est plus rookie, on n'est plus légal, c'est-à-dire c'est plus de la justice, c'est de la c'est-à-dire c'est du catéchisme, c'est du bénitier, c'est-à-dire c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire nous, la société, il faut qu'elle soit organisée, structurée, stricte, etc. selon la loi. Et donc pour s'innocenter de leurs difficultés de société,
alors on va accuser quelqu'un, et qui est-ce qu'on accuse? Toujours les Juifs. Alors donc on va dire que le mouvement pharisien, les Prouchim, c'est-à-dire nous qui avons la Torah chez Béal Pé, c'est-à-dire on est en fin de compte nous légalistes, et que eux au contraire ils ont la morale chrétienne, voilà. Et en fait ils accusent les Juifs de ce qu'on appelle le pharisaïsme, mais il dit en fait vous savez ce que c'est le pharisaïsme? Le jésuitisme. C'est quoi le jésuitisme? Dans tous les mouvements chrétiens, ceux qui étaient vraiment des rigoristes de la loi, c'est pas les Juifs, c'était les jésuites. Alors, allez chercher chez vous plutôt que d'aller chercher chez nous. Malheureusement, avec le temps, on est obligé de se rendre compte qu'il y a beaucoup de Juifs qui manient la Torah à la manière romaine du légalisme formel. C'est la philosophie des tribunaux du droit civil israélien. Donc, vous voyez que Manitou, l'homme de Balbel, il va aussi dans le monde de la Torah elle-même, manie la Torah, c'est-à-dire, il aurait dû pas mettre 2 points, mais d'ailleurs, c'est pas lui qui a mis 2 points, c'est plutôt Ephraim, parce que c'est de la Torah orale. On va mettre une virgule, c'est plus exact, pardon, ouais. C'est-à-dire, il y a 2 choses. Il accuse le monde de la yeshiva, le monde de l'étude juive, d'être en danger aussi, et ça on l'a vu, des seigneurs, d'être de sadducéens, c'est-à-dire de tzedokot, ou bien d'être formel, à la manière romaine de légalisme formel, et il dit en plus que c'est la philosophie des tribunaux du droit civil israélien. Donc il y a un très grand danger dans ce qui a été monté avec le début de l'État d'Israël. C'est-à-dire au niveau de la Marechet Mishpatit, il y a un problème dès l'origine qui se voyait pas au début parce qu'on avait d'autres chats à fouetter en 1930 ou 40 ou 50 que de s'occuper de ce genre de choses. Mais aujourd'hui, ça éclate parce que la société israélienne suffisamment avancée dans toutes les autres valeurs pour que cette remise en question de ce défaut énorme soit mis en question, et c'est ce que analysait déjà Manitou. N'oubliez pas, Manitou, c'était il y a 30 ans, mais il le voyait déjà, ouais, alors que ça éclate que maintenant. C'est la grandeur des grands, d'être capable d'anticiper, de voir le problème avant qu'il éclate au grand jour. Et actuellement, Baruch Hashem, comme tout problème de notre Médina, on est arrivé au moment où sans doute qu'on peut faire éclater les choses et pour trouver des solutions dans les étincelles de Manitou. Voilà, on s'arrête là et on continue Bezrat Hashem la semaine prochaine. Yofi, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Oh, Vous êtes bien silencieuse ce soir. Oui, c'est ça, ils font un des bouts. בסדר, alors Shabbat Shalom. תודה רבה תודה רבה. רבה, שבת שלום. בשמחה רבה, שלום. בעזרת השם. ניפגש שבוע. שבת שלום. נכון. שבת כל שלום. טוב. שלום לכולם. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom.